Pour moi, la vision, c'était vraiment de mélanger deux genres et d'arriver à quelque chose qui me convienne. Et de proposer un truc vraiment différent aux mecs qui m'écoutent, plutôt que de refaire inlassablement ce que je fais déjà. C'est une parenthèse discographique plutôt qu'une prod en plus. Ouais, totalement. Voilà. Totalement. Là, ce qu'on fait là, je dis, on n'a rien inventé. Dans les années 90, tous les groupes de hardcore avaient son feat avec Propane, avec Ice-T, Doggy Dogg avec RZA. Ice-T, il a fait des trucs aussi avec le groupe de Def, Six Feet Under. Ouais. Enfin, Kickback, au début des années 2000, a fait le groupe de hardcore parisien avec le rappeur Prophecy. N'importe quel groupe de fusion un petit peu de blanc, hein, invitait un MC sur un track. Ouais. Donc en fait là on n'invente rien, mais moi je voulais refaire ça en 2020, c'est-à-dire un côté presque has-been et dépassé, mais j'ai envie de dire ok, en fait faut pas oublier que au départ le hardcore et le hip-hop il y a quand même des racines communes. Ouais. Quitte à parler de fusion. Fusion, un terme qui fait ricaner tout le monde, hein, mais fusion, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? C'est la traduction de crossover, tout simplement. Tu sais, avec le hip-hop, nous, on a appris plein de choses. On a appris la soul, le jazz, le rock. On s'est intéressé à toutes les musiques que mes oncles écoutaient quand j'étais gamin, auxquelles je ne faisais pas attention. C'est le hip-hop qui m'a donné envie de le redécouvrir. Parce que quand tu es là-dedans, tu cherches les sources, tu cherches tout un tas de choses. Tu veux te nourrir. C'est un ventre géant, le hip-hop. Ça. Il y a eu toute une explosion culturelle qui nous, ceux à qui ça a parlé, qui nous a donné un peu des balises pour avancer de notre génération. Culturellement. En fait, moi, je me suis intéressé au hip-hop comme tous les gens de ma génération. Si ça a été une révolution. J'ai acheté en 1990 Fear of the Black Planet de Public Enemy. Et voilà, j'écoutais un peu de hip-hop français à l'époque, c'était les gros trucs, mais qui cartonnaient à la même période de la planète de Mars de I.A.M, les premiers NTM, les deux premiers albums de MC Solar que j'aimais beaucoup. Puis après, il y a eu tous les trucs, les sages poètes de la rue, bref, Assassin. Pour moi, c'est du hip-hop un peu pour rocker quand même, puisqu'il y a beaucoup de samples qui étaient issus de cette culture-là, des caisses claires, des lignes de basse. J'ai grandi avec des gens qui écoutaient du rock. J'avais un oncle qui lui était dans le métal, dans le hard rock, le heavy et tout ça. Et il écoutait tout un tas de choses que moi je comprenais pas forcément. Par contre, j'adorais Iron Maiden. Et avec les films, je découvrais des musiques qui me parlaient aussi, comme Rat. Des trucs un peu plus... comment dire ? Hard rock 80, air metal. Ouais, plutôt sexy dans l'ambiance. Mais j'aimais quand même la puissance qu'il y avait il y a des gros riffs, musicalement. Ouais, il y avait du rythme, il y avait des gros riffs, ça envoyait. AC/DC, j'adore AC/DC. On parlait exactement le même langage, et comme je disais, il y a eu ces trucs français, mais il y a eu l'explosion du rap américain. Ouais. Moi j'adorais la côte Est, donc les Onyx, House of Pain, mon Public Enemy, Paris c'était côte Ouest, mais il faisait de la côte Est. C'était très politique Paris. Voilà, Grave Diggers, les Wu-Tang Clan, Gangstar, je vais pas refaire la liste, on parle tous des mêmes. Pour moi, c'était vraiment une culture que je comprenais complètement, même si je viens d'un bled en pleine Cambrousse, en montagne de 5000 habitants. Y avait des codes que je comprenais complètement. Et en fait, tout était scénarisé, tout était théâtralisé, en fait, comme dans le rock, comme dans le hard rock. Ouais. Sauf que c'était des trucs un peu de gangsters, de violence urbaine, mais tout ça, c'était comme du cinéma, avec des samples chopés dans des films d'action asiatique, pour le Wu-Tang. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, il y a une grosse ambiance, et musicalement, ça me parlait, quoi. Le hip-hop, c'est une multiprise. Tu peux brancher n'importe quel style musical dessus. Et pour en revenir à ce qu'on disait, ce que j'ai bien aimé, moi, justement, c'est que tu avais cette ouverture-là sur le rap, que tu connaissais le rap, tout simplement. Et à partir de là, on pouvait s'entendre sur ce sujet-là. Donc en fait, quand on parle de hardcore aussi, on parle vraiment de la vague 90, surtout dans les grandes villes. Donc le New York hardcore qui est devenu une étiquette musicale, quoi. Et donc effectivement, c'était
tout était pillé sur l'univers hip-hop finalement. Donc très urbain, les clips, ça se passait dans la rue, sous des ponts, les mecs qui se réchauffaient les mains sur des bidons. Non mais il y avait une espèce de tension urbaine, une espèce de mélange aussi. On commence à avoir beaucoup de black dans les groupes, beaucoup de black dans des clips de blanc. Hein, je veux dire, en 91, 92, finalement, c'est quand même, c'est le début de tout ça, quoi, tu vois. Et surtout, les groupes comme Madball, Biohazard, et j'en oublie, hein. Enfin, toute cette scène vraiment new-yorkaise, même Chromax avec l'album Alpha Omega, l'album il commence par un scratch, quoi. Donc là, pour nous. Et donc là, il y avait vraiment une volonté de copier des codes du hip-hop, quoi. Et vraiment, le hardcore new-yorkais, par définition, est crossover. J'ai une définition particulière de ça. Pour moi, le hardcore hip-hop, c'est dire les choses positives d'une manière violente et réaliste. C'est pas juste hurler dans un micro et... Il y a un message social, mais qui est fait d'une façon très véhémente et virulente. Ouais. Tu vois, Bring the Noise de Anthrax et Public Enemy, ou Judgment Night, tu sais... toute cette BO... Onyx et... Biohazard. Onyx et Biohazard, ouais. Et Helmet, House of Pain, ouais. Tu te rappelles de ça, Slayer, Ice-T. Cette BO, de toute façon, elle concentre ce truc-là. C'est le crossover sur une galette, quoi. Ouais, ça a pas été... ça a jamais été refait aussi bien. Et puis parce qu'ils avaient pris des groupes aussi qui avaient beaucoup d'énergie à l'époque. House of Pain, il y avait de l'énergie. Onyx, il y avait de l'énergie. Ils avaient même... Il y avait Booyah Tribe, je crois, dans Booyah Tribe et Face No More, ouais. Sonic Youth et... Sonic Youth et puis Cypress Hill, peut-être. Ouais. Cypress aussi, pareil, des influences rock. Du coup, ça... Run DMC. J'étais pas Run DMC avec Aerosmith. Et c'est bien, moi, je trouve, de mélanger ces scènes-là. Alors, quand il y a eu Judgment Night, on a vu qu'il y avait un truc que le hip-hop et le rock virulent arrivaient à se mettre en accord. Et nous, tu sais, nos héros, les gars qu'on écoute, comme Cypress, etc., quand on les voit se mélanger, on se dit, si ils se mélangent, d'une certaine manière, c'est une sorte de validation. Pour nous, c'est un peu comme tu vois, des aiguilleurs. Ils vont tâter le terrain, et s'ils se font pas crever, ils reviennent et nous disent, c'est cool, on peut y aller. J'ai compris plus tard que ça se faisait beaucoup dans le hardcore de faire des splits. C'est ça. C'est pas un concept que je connaissais, moi. Dans la scène punk, hardcore, un peu souterraine, c'est-à-dire le split, c'est le partage d'une production, le partage d'un disque. Moi, je fais aussi de la musique, c'est pour les collaborations, rapprocher mon univers du tien. Et voilà, c'est tombé avec Prison Life. Et là, moi, j'ai une idée de te faire participer sur un de nos morceaux avec Prison Life, puisque Prison Life, c'est... On rentre dans ce son crossover, un peu d'obédience new-yorkaise des années 90. Et donc, l'idée, moi, c'était de te faire participer au niveau vocal, au niveau des scratchs. Je n'avais pas d'idée précise sur un de nos morceaux. Ensuite, je t'ai proposé de faire un split carrément. Je voulais faire un 45 tours avec une face Prison Life et une face Venom. Venom. Et là, ça aurait été mortel. C'est ce que j'avais en tête, le côté hip-hop, hardcore, et le package pour moi est crossover. Et ensuite, tu m'as branché sur l'idée de faire un EP ensemble sous un nouveau nom et que nos deux univers soient vraiment innervés. Bien sûr. Et c'est comme ça que c'est parti. L'annonce de l'extraction humaine à l'antenne, entrecoupée de pur, a plongé la ville dans une folie malsaine, obscène, le dernier chapitre de la malédiction. Et le fait de n'avoir jamais fait de disque avec des musiciens, c'est ce qui m'a donné envie, justement, d'y aller. Et l'idée de créer une espèce d'entité, ça permettait aussi de rendre la chose cinématographique. Comme toi et moi, on a cette influence commune. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on ait quelque chose qui soit puissant en termes de visuel. De toute façon, je savais qu'on irait dans une illustration et je savais qu'on irait chez Melky. Mais le plus important pour moi, c'était d'avoir un nom qui soit puissant, avec une seule dénomination, et derrière nos univers. Mais on a séparé les faces pour pas trop dérouter, avec des mélanges de musique. Tu passes du rap au métal, tu reviens sur un morceau scratché, après ça repart dans le métal. Je trouvais que c'était bien de l'agencer comme ça, le disque. Mais on était plutôt d'accord sur la question. J'ai adapté tes guitares comme des samples sur ma musique, plutôt que de les utiliser comme des instruments live. C'est ça. Mais parce que nous, c'est notre façon de bosser. On prend des samples, on prend n'importe quoi. Je peux prendre
une caisse claire dans un disque de rock. Je peux prendre une sonnerie dans Roger Rabbit. Tu vois, et faire un beat avec. Un son de sax, exact. De flûte traversée. D'ailleurs, il y a du sax sur Blackout. C'est des trucs que tu n'entends pas souvent. Un morceau fusionné avec des gars qui font du métal et dessus, il y a du sax. Tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime. Et à la fin, le rendu, pour moi, il fonctionne bien. Et sur le nom, encore une fois, ça traduit bien nos univers. Moi, je t'ai proposé Enemy Mine, un film que je venais de revoir à nouveau 25 ans après l'avoir vu. Un film qui est sorti en 85, donc un peu science-fiction, horrifique, typiquement années 80, c'est le genre de film. C'était dans le sillon de Starfighter, tout ça, tu sais. Et je t'ai proposé Enemy Mine, et tu m'as dit, ok, je réfléchis quelques jours, et après, tu es venu avec ce nom. Avec Born Enemy. Born Enemy, qui claque bien, effectivement, et c'est plus efficace que Prison Life et Venom, Venom et Prison Life. Bien sûr. Et donc Born Enemy, ça faisait le lien aussi avec Born Dead de Body Count. Donc quand on parle de fusion et de croisement entre son hardcore et hip-hop, là on y est, c'est le firmament du truc, parce que là c'est des blacks qui font de la musique de blanc, quoi. Body Count, c'est ça, quoi. Voilà. Moi j'ai tout le temps été fan de bande dessinée, de lignes claires, de trucs, de comics, Marvel à l'époque et compagnie, mais aussi, quand le manga est arrivé tout début des années 90, j'ai essayé de m'y intéresser pour me dire, ok, il y a des BD qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, et en fait, bon, ça m'a moyennement branché, mais quand même. Et donc, Crying Freeman, c'était cette idée-là, quoi. Et en plus, toi, t'as amené la tagline, celui qui pleure n'est plus celui qui meurt. Et donc là, je trouvais ça vraiment mortel. Là, on partage le titre, on partage le morceau. C'est un morceau qu'on avait à côté avec Prison Life, sur lequel on était en train de bosser et qu'on a rallongé. On a remis quelques grilles pour que tu puisses ouais. Et notre autre morceau, c'est Retaliator. Donc c'était pour faire le lien avec ton univers du justicier, vigilantisme, tous ces trucs, le Punisher, Death Wish, Vigilante de William Lustig, un de mes films préférés. Voilà. Et donc là, c'était aussi un petit clin d'œil à ton univers, Retaliator. Derrière ce titre-là, il y a du Maniacop, il y a du Terminator, il y a du Robocop, il y a tout ce qu'on aime. Et de ton côté, la face aussi fait un lien avec notre univers, l'univers un petit peu peut-être plus horrifique ou avec Blackout. Avec Blackout. Je savais que je voulais utiliser des choses du Punisher. Parce que c'est un film que j'aime beaucoup avec Dolph Lundgren. Et il fallait que j'arrive à amener ma vision à quelque chose de sinistre. Mais sans faire dans la caricature. Mais quand tu écoutes le morceau, on parle pas de cinéma, on parle de choses réelles. C'est ça. Moi de mon côté, c'est ce que je fais aussi. Et je trouvais que c'était le meilleur moment avec Born Enemy de faire un morceau sur la destruction de l'humanité. Moi j'aimais bien le nom parce que dans ce nom on sent qu'il y a une idée de réaction et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, être en réaction contre quelque chose. Et pour moi le rock, pourquoi j'aime le rock, pourquoi je continue d'écouter du punk et du hardcore plus que du classique rock et du hard rock en fait, ou que j'écoute beaucoup moins maintenant, c'est parce qu'il y a cette colère, cette réaction, ce rejet. Et je pense que c'est très bien d'avoir des amis, mais c'est très bien aussi d'avoir des ennemis, quoi. Et c'est savoir se situer, tracer une ligne dans le sable et de se dire moi je suis de ce côté et toi t'es de l'autre. Voilà. Ouais. Et pour moi ce nom c'était ça, c'était en réaction contre quelque chose, Born Enemy, quoi, tu vois. On en a même jamais parlé, mais cette vision que j'avais dans la tête quand j'ai écrit ça, pour moi c'est quelqu'un qui marche au milieu des flammes, qui marche au milieu des flammes, et que la plupart des enfoirés qui essayent de venir sur moi, ils sont déjà en feu. Et quand ils vont venir sur moi, ils vont essayer de me prendre dans leurs bras pour me foutre le feu. Tu comprends? Et du coup il faut que je sois fort, il faut que je sois prêt pour ça. Je partirai pas comme ça, mec.
Il faut savoir que Melky, pour notre génération, pour ceux qui sont passés par la case VHS Vidéo Club, c'est une pochette sur 5 VHS était signée par Melky. Dans le rayon horreur, était signée par Melky. Et voilà, ceux qui lisaient Mad Movies, c'est pareil, beaucoup de couvertures. Il a illustré des pochettes, des couvertures du magazine Toxic à la fin des années 90 aussi, ouais, que j'achetais. Enfin bref, moi, quand j'étais môme, tout ce qui concernait l'épouvante, l'horreur, le surnaturel, le fantastique, le gore, le splatter gore, moi c'était... Et c'est encore ma came, mais je viens vraiment de cet univers-là, quoi. Donc Melky, bien entendu, j'ai validé, quoi. Moi, je voulais quelque chose de puissant, et Melky, c'est puissant. Parce que ce mec-là, c'est une légende. C'est une légende d'ici. Un mec de Paris qui rivalise avec des légendes comme Casaro ou Ciotti. Et Melky, justement, lui, c'est le spécialiste pour retranscrire tes visions à la seconde. Tu lui dis, ouais, je vois ça. Et lui, avec son stylo, parce qu'il l'a fait au stylo, le croquis au départ, sur une feuille, il l'a fait pour tous mes disques. Et il commence à faire évoluer le truc, et on commence à aller dans la direction vers laquelle je veux aller. Et lui et moi, c'est bizarre, mais on fonctionne comme ça, et ça fonctionne parfaitement. Il va toujours où je veux aller, et quand il me propose quelque chose, ensuite, parce que toutes les idées ne sont pas toujours de moi, des fois il a des petites idées, une tête centrale et des trucs sur le côté, parce que c'est la spécialité de Melky. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, dans les vidéoclubs, on en prenait plein la tronche. Quand tu allais dans les vidéoclubs et que tu voyais la cassette de Freddy 3, ou de Creepshow, ou même de films un peu plus obscurs, comme Paranoid, tu vois, Parasite Murder, etc., t'en prenais plein la tronche. Et moi, je voulais absolument avoir ce rendu-là, le Melky classique. Et donc, ouais, Melky, une fois qu'il a fait le croquis, en général, ça influence ma musique. Et si je me souviens bien, je t'ai pas donné le morceau Blackout tout de suite, parce que justement, une fois que j'ai eu la pochette, il a fallu que je change des lignes. Parce qu'il faut que les lignes, elles aillent parfaitement avec le dessin. C'est une de mes façons de travailler avec lui, c'est que quand il me fait un dessin, la musique derrière, elle évolue. Très connoté VHS, et on voit tout de suite, enfin nous on a vu tout de suite le lien avec Chud. Avec Chud, mais ce qui est incroyable avec ça, c'est que c'était pas l'influence de départ. Alors Chud, c'est un classique pour moi, mais c'était pas l'influence de départ. Mais tu sais, hein, une plaque d'égout, un monstre, de la lumière et de la ville, c'est Chud. Mais pour moi, ça allait plus loin que ça. C'est que j'avais une influence déjà de jeux vidéo, des jeux vidéo des années 90. Sur Super Nintendo, il y avait un jeu qui s'appelait Probotector, Super Probotector de Alien Wars. Et justement, j'avais cette vision-là, tu vois, pour l'explosion, une explosion nucléaire sur la pochette. C'est pas une bombe atomique, ça ressemble plus à une implosion, c'est sourd. Ouais, tu vois, c'est pour ça que c'est bleu. C'est un truc, quand ça va péter, tu pourras pas l'éviter. Ça va faire. Voilà. Ça va faire. Tu vas même pas brûler. Boum. Tu vas pas brûler, voilà. Voilà, tu vas être neutronisé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec lui, c'est sa fidélité. C'est un mec super fidèle. Et lui et moi, on a une relation d'amitié maintenant. Ça va au-delà du dessin ou de la musique. Mais une fois que Melky nous a fait la pochette et que elle était en couleur, etc., après on peut attaquer, tu vois, le design du disque, etc., comme on voulait faire un vinyle, une cassette, un CD. On voulait vraiment faire tous les supports possibles. Et c'est Looker qui s'est occupé du design. Looker, c'est celui qui fait tous les designs de mes disques depuis le Justicier. On a eu plusieurs échanges avec Sam sur la taille des polices, sur les logos, sur ci, sur ça. Et donc Looker nous a fini le design et on était prêt à sortir le disque. Jusqu'à ce que le Covid arrive. Et donc je me pointe à Paris une semaine pour peaufiner la sortie, parler un peu de distribution, de promo. Enfin bref, faut mettre le point final sur la sortie du disque, préparer aussi. On avait l'intention de faire quelques concerts, bref, pour parler un petit peu de tout ça sur une semaine, avec Venom, on se captait en ville, on passait à Metal Luna, chez Gibert, bref, on essayait d'allier le côté un peu friendly, amical et professionnel. Et donc là, le disque sort et 3 jours plus tard, Monsieur Macron nous apprend qu'on va être enfermé pendant 15 jours au départ. Bon, 1 an après, on y est encore. Donc voilà, on a sorti le disque dans ce qui est dans le pire des environnements. Le blackout social. C'est ça, blackout. Donc là, le morceau de Born Enemy devient réalité. et donc, je l'ai dit, hein, c'est pas les machines. Ouais. C'est les humains. Ni les zombies.
Et donc on sort ce disque effectivement à une période pas du tout propice pour la sortie d'un disque. D'ailleurs moi après je devais sortir quelques autres disques et repartir sur la route. Bon bien entendu repartir sur la route et jouer live c'est plus possible. Et par contre j'ai annulé toutes les sorties de disques puisque j'ai vu que avec Born Enemy ce que ça faisait. Nous on est un groupe de terrain, on fait des concerts, on passe beaucoup de disques ou de t-shirts ou de merch globalement dans les clubs, dans les caves, à des festivals, dans les salles de concert. Et donc quand tu nous retires ça, tu nous retires la possibilité de vendre des disques tout simplement. Parce que oui, effectivement, il y a le digital, ouais, mais je pense que Venom et moi, c'est juste plus... On essaie de s'adapter à ce nouveau terrain de jeu, mais c'est pas nos outils, et on n'a pas fait de la musique. Lui et moi, je pense, hein, je parle en son nom, mais pour vendre des disques sur Bandcamp, pour vendre des tracks sur Bandcamp, Deezer, Spotify, YouTube. Voilà. Moi, j'ai fait de la musique parce que j'achetais des disques, parce que j'achetais des magazines, je collais des posters dans ma piole, j'aimais porter des t-shirts de mes icônes. Voilà, ce que je renvoie, ce que j'essaie de renvoyer avec mes groupes, mes activités, c'est ça. Il me faut le support, quoi. Nous, dès le premier accord, avant même de trouver un titre, un nom au groupe, on sait que c'est le live qui nous drive. Ouais. C'est pas le nombre de clics sur YouTube. Et donc, Born Enemy, on avait décidé de sortir ça en cassette, en vinyle 10 pouces et en CD. Voilà, 3 supports que l'on produit encore, que l'on écoute encore, que l'on consomme encore. Et voilà, mais ça, sans live. Et sans possibilité de se déplacer dans les magasins de disques, parce que c'est le live qu'on nous a retiré avec cette crise, cette pandémie, mais c'est aussi la possibilité de se déplacer dans les magasins de disques, d'amener un stock de disques, de faire nous-mêmes la distribution. À un moment donné, pendant plusieurs mois, la presse spécialisée a été gelée même, les magazines. On s'en souvient pas un an après, mais moi je suis pigiste pour quelques magazines. Voilà, pendant 4 à 5 mois, il y avait même plus de presse dans les kiosques. Ouais. Donc voilà, donc la sortie d'un disque dans un contexte comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc là, le diable est dans la ville, mec, reste vivant. J'ai que ça tire, moi.